Il a dit que ça n'avait pas de nom. C'était comme un Wendigo ou un Skinwalker. Mais ce n'était pas ça non plus. Il l'appelait le patte brisée. J'ai demandé pourquoi, et il a expliqué qu'il avait trouvé des empreintes ce jour-là, qui ressemblaient à la patte d'un animal si elle avait été brisée. D'où le nom qui lui était venu à l'esprit. Il m'a ensuite raconté qu'il avait vu le patte brisé 6 ou 7 fois de plus au fil des ans. Il le chassait, disait-il. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Dans les années 90, j'étais un adolescent plein d'espoir, de rêves et, surtout, d'un amour profond pour la nature sauvage. J'avais hérité cela de mon grand-père qui, j'en suis convaincu, avait été sur le point de devenir un véritable homme des montagnes si ma grand-mère, l'amour de sa vie, ne l'avait pas rencontré et convaincu de s'installer pour devenir comptable. Rien que ça. On m'a raconté que, si on le croisait à son travail de bureau, on n'aurait jamais pu deviner quel genre d'homme il était vraiment. Un petit roi, de carrure moyenne, chemise et cravate, employé à col blanc. Mais dès que le week-end arrivait, c'était comme Clark Kent entrant dans la cabine téléphonique pour ressortir en Superman. Mon grand-père était comme un Rambo mesurant 1m68, avec des muscles saillants cachés sous sa chemise de travail, une transformation totale. À l'époque où j'allais souvent chasser avec lui, il avait déjà pris sa retraite, donc je connaissais surtout le grand-père des grands espaces verts. Et c'était mon héros. Lui, moi, ma grande sœur Jess et maman, nous allions souvent chasser. Grand-mère et papa ne supportaient pas ça, par contre. Grand-mère parce qu'elle détestait vraiment tuer, et papa parce que, je le jure, cet homme était le pire tireur que vous ayez jamais vu de toute votre vie. Au bout d'un moment, il avait admis qu'il était un tel boulet qu'il préférait rester à la maison et préparer la viande quand nous ramenions du gibier. Beaucoup de moments heureux en famille se sont déroulés lors de ces escapades de chasse. Mais, hélas, tout a une fin. Grand-mère est tombée malade et est décédée. Maman et papa se sont séparés, et ce n'était pas en très bons termes, donc lui et grand-père ne se sont plus vraiment parlé. Jess est partie, s'est mariée et a fondé sa propre famille, et grand-père a vieilli. Moi, je suis resté proche. Je tenais une petite épicerie générale en ville, et il travaillait pour moi pendant sa retraite, juste pour donner un coup de main là où il le pouvait, mais surtout en s'asseyant sur une chaise à bascule sous le porche. Le magasin marchait bien, et franchement, ça valait le coup de payer grand-père un salaire juste pour qu'il reste dehors, incarnant ce personnage local qui saluait les clients et racontait une histoire ou deux. Je pense sincèrement que grand-père était le meilleur ami que j'ai jamais eu. Il vivait dans une résidence assistée où il était libre d'aller et venir, mais avec du personnel sur place s'il avait besoin de quoi que ce soit. Je lui ai demandé plusieurs fois de venir vivre avec moi et ma compagne, mais il ne voulait rien savoir. Il disait que nous n'avions pas besoin d'un vieil homme qui empestait l'endroit avec sa fumée de tabac et tout le reste. Et je lui rappelais que j'avais toujours eu un mauvais odorat, et que je pouvais à peine sentir ces énormes cigares puants quand il les fumait. Il me rappelait alors que ma compagne avait un odorat parfaitement fonctionnel, elle, et il n'avait pas tort. En plus, honnêtement, je pense qu'il avait un faible pour l'une des infirmières de la résidence et qu'il ne voulait pas l'admettre. Un jour, quand j'avais un week-end de libre au magasin, et lui aussi, je suis allé lui rendre visite. Grand-père était plus joyeux que d'habitude, ce qui était étrange car il était déjà un vieux monsieur assez guillerette en temps normal. Il semblait d'ailleurs en pleine forme.
Nous avons joué aux cartes un moment et il riait aux éclats à chaque fois qu'il gagnait ou perdait. Finalement, je lui ai demandé ce qui se passait. Quelque chose le réjouissait visiblement beaucoup. Quand il m'a donné la réponse, j'ai été absolument stupéfait. J'ai dû me lever et regarder par la fenêtre un instant. Je me souviens que c'était une journée très grise et pluvieuse, et ça semblait très à propos sur le moment. Il s'agissait d'une lettre d'un oncologue qu'il avait consulté sans que je le sache. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle disait, mais les mots « tumeur au cerveau »,« inopérable »,« affaires et en ordre » sont ceux qui m'ont marqué. J'ai regardé par la fenêtre un moment, puis je me suis tourné vers lui. Je crois que c'était la première fois que je me mettais vraiment en colère contre le vieil homme. Je lui ai demandé pourquoi il était si foutrement heureux, et comment il pouvait me laisser croire qu'il se passait quelque chose de joyeux. Il m'a simplement souri doucement et m'a dit que je comprendrais quand j'aurais son âge, qui était 82 ans à ce moment-là, qu'il allait enfin revoir grand-mère, que sa fille, ma mère, était aussi malheureusement décédée entre-temps, et que savoir que la fin approche quand on est vieux n'est pas effrayant. C'est comme savoir qu'on est sur le point de terminer un bon livre satisfaisant, et que tout bien considéré, une tumeur au cerveau était une façon assez rapide de partir comparée à certaines formes de cancer. Je me suis assise et j'ai réfléchi en silence un moment. Puis je l'ai regardé et j'ai dit « Hé, grand-père, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire avant la fin ?» Et vous savez quoi ? Son visage s'est illuminé comme s'il avait attendu que je pose cette question, comme si c'était ça qui le rendait si heureux. Il m'a alors dit qu'il y avait une seule proie qui lui avait échappé, et qu'il voulait que je l'emmène pour une dernière chasse. Ce ne fut pas facile. Le vieil homme avait besoin d'une canne pour marcher à ce stade, et parfois même d'un fauteuil roulant. Il a refusé le fauteuil pour le voyage, évidemment, mais nous avons quand même dû nous enfoncer profondément dans les bois avec l'un de nous utilisant une canne. On avançait extrêmement lentement, et ce qui aurait auparavant été une randonnée d'une journée nous a pris 4 jours, avec des arrêts pour camper, pour se reposer, pour discuter. Et je pense que c'était vraiment ça, le but. Grand-père voulait simplement passer du temps avec moi, loin de tout. C'était l'équivalent d'un bouillon de poulet pour l'âme, pour nous deux. Le 5e jour, nous avons monté le camp et grand-père a dit que c'était là, c'était l'endroit. Il a attendu le coucher du soleil, puis il m'a fait m'asseoir et m'a parlé de la chose qui lui avait échappé. C'était comme un Bigfoot, a-t-il dit, mais ce n'en était pas un. Il l'avait rencontré pour la première fois des années plus tôt, quand ma mère était adolescente et qu'ils chassaient ensemble. Il a dit qu'au début, il avait cru que c'était un loup-garou, jusqu'à ce qu'il se souvienne que les loups-garous n'apparaissent pas en plein jour et que les Bigfoot, si. À ce moment-là, j'ai marqué une pause pour lui rappeler que ni l'un ni l'autre n'existait vraiment, et il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. D'ailleurs, a-t-il ajouté, ce n'était ni l'un ni l'autre. J'ai demandé ce que c'était, et il a dit que ça n'avait pas de nom. C'était comme un Wendigo ou un Skinwalker, mais ce n'était pas ça non plus. Il l'appelait le patte brisée. J'ai demandé pourquoi, et il a expliqué qu'il avait trouvé des empreintes ce jour-là, qui ressemblaient à la patte d'un animal si elle avait été brisée. D'où le nom qui lui était venu à l'esprit. Il m'a ensuite raconté qu'il avait vu le patte brisé 6 ou 7 fois de plus au fil des ans. Il le chassait, disait-il. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Il était avec nous dans les bois et il regardait sur le côté et voyait le patte brisé debout au loin, qu'il observait. Il pouvait sentir que le patte brisé le voulait et lui envoyait un message clair, comme s'il l'entendait directement dans son cerveau. Il le voulait et un jour, il l'aurait. C'est pourquoi il disait que c'était sa dernière chance d'attraper le patte brisé en premier.
avant qu'il ne vienne le chercher une nuit pour le traîner avec lui jusque dans l'enfer d'où il venait. Bien sûr, ma réaction était de songer très sérieusement que la tumeur au cerveau commençait à faire son œuvre, et que j'avais peut-être commis une grosse erreur en emmenant chasser un mourant avec une affection neurologique. Quelque chose m'avait empêché de voir les choses ainsi, jusqu'à cet instant. Et maintenant je me sentais aussi bête que fou. J'ai donc décidé de faire la seule chose sensée qui me venait à l'esprit. J'ai fait comme si je croyais grand-père à propos du pâte brisé. Nous avons passé les heures suivantes à le traquer maladroitement et bruyamment à travers les bois, à la poursuite de cette créature que je savais inexistante. Je savais que ça n'avait pas d'importance si nous l'effrayions, parce qu'elle n'était pas réelle. C'était comme deux gamins qui jouaient la comédie, sauf que l'un était un homme adulte propriétaire d'une épicerie générale, et l'autre un vieil homme avec une tumeur au cerveau qui pouvait à peine marcher. Il y avait cependant un détail. J'avais quand même un peu de bon sens. Grand-père ne le savait pas, mais il portait un fusil de chasse que j'avais en réalité désactivé au magasin. Le mécanisme de tir ne fonctionnait tout simplement pas, même s'il essayait de tirer sur quelque chose. Et même sans cette histoire de pâte brisée, il n'était pas question que je laisse un homme de 82 ans avec une tumeur au cerveau et une canne porter une arme mortelle. Je suis peut-être bête, mais pas à ce point. Malheureusement, grand-père ne l'était pas non plus, mais nous y reviendrons dans un instant. Finalement, le soleil s'est couché. Nous avons cuit des burgers sur le réchaud de camping et nous sommes allés nous coucher sous la tente pour la nuit. Quelques heures plus tard, grand-père m'a réveillé en me secouant l'épaule. « Tu sens ça ?» a-t-il dit. Je lui ai répondu que je ne sentais absolument rien. Il a balayé ça d'un geste, en me rappelant à quel point mon odorat était mauvais, de toute façon. Puis il a ajouté soudainement ce détail suivant sur le pâte brisé. Apparemment, il dégageait une odeur très forte, mais seulement 10% de la population pouvait la sentir, j'imagine. Comme tout le monde ne peut pas sentir le sang ou le cyanure. J'ai pensé à lui demander pourquoi il n'en avait pas parlé plus tôt, mais puisque c'était de la fiction, qu'est-ce que ça changeait? Je lui ai donc dit que si le pâte brisé était là, nous devrions rester immobiles. Grand-père a répondu. « Pas question, il est là. Prends ton fusil, Sonny. On va affronter cette bête. » Et il était déjà sorti de la tente avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai pensé qu'il y avait une toute petite chance qu'il y ait au moins un animal un peu menaçant ou même une personne dehors. J'ai donc saisi mon fusil. Étrangement, j'ai remarqué que grand-père avait laissé le sien derrière lui. Quand je suis sorti de la tente, grand-père avait allumé le feu de camp. J'ai regardé autour de moi et demandé où était le pâte brisé. Grand-père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je pense que tu le sais. » C'est là qu'il a sorti le pistolet de sa ceinture. Il m'a dit qu'il avait su tout du long que j'avais saboté son fusil, qu'il était désolé d'avoir volé dans mon magasin, mais qu'il avait besoin d'être armé, que le vrai moi le remercierait si j'étais encore vivant quelque part. Puis il a pointé le revolver sur moi. Sa main tremblait pendant qu'il visait, et des larmes coulaient sur son visage. « C'est toi, le pâte brisé, garçon, » a-t-il dit. « Tu l'as toujours été. Ça t'a pris un jour, et c'est toi depuis. »« Quoi ? Je ne suis pas ce foutu pâte brisé » lui ai-je répondu. « Tu sais que ce n'est pas moi. » Il a nié. Il a dit que c'était soit lui ou moi qui devait y passer. Il continuait à parler et à gagner du temps. Il disait que la seule façon de prouver que je n'étais pas le pâte brisé était que je lui tire une balle dans la tête. Sinon, il le ferait pour moi. J'ai jeté mon fusil par terre. Grand-père a eu l'air confus, puis peut-être un peu honteux. Je lui ai dit que je savais très bien ce qu'il faisait. Qu'il voulait partir à sa façon, selon ses termes, et que c'était le meilleur plan qu'il avait pu trouver. C'était un fervent chrétien, donc se suicider n'était pas une option. Et si je lui tirais dessus en croyant que c'était une question de vie ou de mort, je pourrais me le pardonner.
Je lui ai demandé si c'était bien ça, et il a hoché la tête en baissant le pistolet. Une grande partie de moi voulait être en colère. Comment mon grand-père bien-aimé avait-il pu essayer de me piéger pour que je le tue? Mais ensuite j'ai réalisé que, pour lui, il mettait son destin entre les mains de la personne qu'il aimait, et en qui il avait le plus confiance. Et dans son cerveau vieillissant et déclinant, il avait réussi à se justifier tout ça. Je lui ai dit que ce n'était pas la bonne façon et il a hoché la tête à nouveau. J'ai fait un pas en avant pour l'enlacer et lui prendre le pistolet. Là, tout s'est passé en même temps. J'ai entendu un bruit et j'ai vu grand-père lever le pistolet. Honnêtement, j'ai cru qu'il avait changé d'avis et qu'il allait me tirer dessus. Au lieu de ça, il a crié « Baisse-toi !» Et je me suis jeté sur la gauche comme si ma vie en dépendait. Le pistolet a tiré 3 coups et j'ai entendu le bruit d'un corps qui tombait au sol. Je me suis retourné pour regarder et de tout ce qu'il y a dans cette histoire, c'est la partie la plus incroyable. Je le sais, mais c'est arrivé. Ce n'était pas un pad brisé, ni un Bigfoot, ni un Wendigo, ni un Skinwalker. Mais pendant que nous parlions, un foutu puma s'était approché de nous en rampant, et était sur le point de me sauter dessus juste au moment où grand-père l'avait remarqué. Et bon sang, le vieil homme avait abattu la bête du premier coup. Nous pensions même qu'il l'avait touché pile entre les 2 yeux, malgré la tumeur au cerveau et les mains qui tremblaient et tout le reste. Il n'était évidemment pas question de laisser derrière nous la preuve de cette prise. La plus grande de la carrière de grand-père. Il nous a fallu 5 jours pour rentrer en ville avec ce puma des montagnes morte attaché dans un sac de couchage. Les jours supplémentaires nous ont obligés à rationner. Et quand nous sommes arrivés en ville, grand-père n'allait pas bien. Il avait commencé à développer une infection pulmonaire. Les choses ont décliné assez vite après ça. Mais il a vécu assez longtemps pour voir ce foutu puma empaillé et exposé dans mon magasin, avec une plaque expliquant une partie de l'histoire. Ce n'est plus là aujourd'hui, car je l'ai donné à un musée il y a une dizaine d'années en l'honneur du vieil homme. Mais j'ai encore des photos quelque part datant d'avant l'ère numérique. Grand-père est décédé dans son sommeil quelques mois après notre voyage de camping. Je ne dirais pas que ça a été facile, parce que le cancer ne fait pas de quartier. Mais il est parti dignement. Avant son dernier jour, il admit que toute cette histoire de pattes brisées, qui serait en réalité moi, venait d'une émission de télévision qu'il avait regardée dans la salle commune. Cela dit, il y a une chose qu'il a vraiment juré jusqu'à la fin. Et je ne sais pas s'il y croyait vraiment parce que grand-père était un sacré farceur. Mais il jurait qu'il n'avait pas inventé le pad brisé lui-même, qu'il n'avait pas inventé cette toute première rencontre avec la créature. Et chaque fois que j'essaie de chercher, je ne trouve aucune trace d'une créature cryptide appelée pad brisé. Donc peut-être que grand-père en avait vraiment vu un et lui avait donné un nom. Je pense qu'il aurait adoré ça, comme héritage. Alors, si quelqu'un là dehors tombe sur ce mythique patte brisée, faites-le moi savoir pour que je puisse lui dire qu'il a rendu un vieil homme très heureux, au cours de ces derniers jours. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.